Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette quatrième édition donc, des webinaires du CRESEM, avec cette édition qui est dédiée au projet Life Eau et Climat, donc en compagnie de Sonia Siov, qui est responsable du projet à l'OIE, et de Jean-Philippe Vidal, qui est hydroclimatologue à l'IDRAE et qui travaille également sur ce projet. Donc, ils vont nous proposer tous les deux interventions à suivre. Entre chacune de ces interventions, il y aura un temps d'échange pendant lesquels vous serez tout à fait à même de poser toutes les questions que vous le souhaitez. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Donc, merci de couper, bien sûr, vos micros et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à l'occasion des temps d'échange, de lever la main ou de prendre la parole directement ou d'écrire également dans le chat pour ceux qui préfèrent. Donc, on commence directement avec Sonia qui nous présente donc le projet en tant que tel et ses différents axes ainsi qu'un zoom sur quelques-unes de ses actions. Merci. Alors déjà, merci pour l'invitation, hein. On a été ravis avec Jean-Philippe Vidal d'avoir été invité à présenter ce projet. Parce que c'est toujours pareil, quand on monte un projet, quand on est partenaire, on est vraiment tous très convaincus, très à fond. Mais voilà, il n'y a pas de beaux projets qui ne servent qu'aux partenaires. Donc on est vraiment toujours ravis de pouvoir en parler. Donc, je travaille à l'Office international de l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on est connu pour le centre de formation, mais on a un grand pilier qui est l'appui à tous les acteurs de l'eau. Et dans le cadre de cette mission d'appui, parce qu'on est une association déclarée d'utilité publique, voilà, je tiens à préciser. Donc, dans notre mission d'appui à tous les acteurs, on peut aussi aider au montage de projets européens, ce qu'on fait assez régulièrement, montage et ou participation et ou coordination. Alors, hop, dans le cadre du projet LIFE, je vais un peu vous raconter du coup l'histoire de ce projet. Donc, en 2018, on a vu que la Commission européenne se proposait, notamment à travers le programme LIFE, qui est un programme de financement d'actions de démonstration et pas de recherche-innovation, mais on peut faire du développement, mais c'est de la démonstration sur les États membres, proposer de financer des actions sur l'action locale d'adaptation au changement climatique. Donc, on est allé demander aux acteurs de la gestion locale, à savoir les structures porteuses de SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et aussi les membres de leur commission locale de l'eau, c'est notre cible en fait, lors du séminaire national de 2018, s'ils avaient des besoins en termes d'adaptation et du coup s'ils seraient intéressés pour monter un projet ou pour qu'on monte avec eux un projet. La réponse était très clairement oui. Et donc, du coup, on a monté un projet, ce projet LIFE, en quelques années, vu qu'il a commencé en 2020. Donc, voici le consortium de partenaires. Donc, on a construit le consortium autour de partenaires territoriaux, les acteurs concrets de la gestion locale, et des partenaires techniques scientifiques pour les appuyer, pour répondre aux besoins. Et donc, l'Office international de l'eau, on en est le coordinateur. Bon, je ne passe pas tout en revue, mais vous les voyez, on pourra en parler si vous me posez des questions. Donc, c'est un projet à peu moins de 4 millions, financé à moitié par la Commission européenne et cofinancé par les agences de l'eau, des régions, l'ADEME, qui dure 4 ans. Donc là, on est vraiment à mi-parcours et donc 14 partenaires. Et comme vous voyez sur cette carte, en fait, il y a 21 sages qui participent à des actions du projet, qui sont répartis comme vous voyez sur la carte, sachant qu'il y a actuellement, peut-être que j'ai plus le dernier chiffre en tête, mais 196 sages en cours ou en émergence en France. Vous voyez, on a à peu près un peu plus de 10% des stages représentés, ce qui est assez significatif, on l'espère, pour avoir un impact et vraiment aider les acteurs. Et je le dis tout de suite, cette répartition géographique, ce n'est pas un choix de notre part d'avoir ciblé, je ne sais pas, Loire-Bretagne, pour ne pas la citer, plutôt qu'une autre. C'est vraiment parce que c'est les gens qui sont manifestés, en fait, comme intéressés pour participer à l'aventure, on va dire, qui maintenant est devenu un projet. Alors, voici, pour commencer, du coup, les besoins que nous ont exprimés les acteurs quand on est allé les voir et qui ont été à la genèse de ce projet. Les 4 besoins sont ceux-ci. Ils nous ont dit, bon, concrètement, il y a de nouvelles directives régulièrement, de plus en plus des couches, on va dire, administratives et politiques de gestion de l'eau, pas forcément facile en France, mais on manque d'outils parfois. On est bonne volonté pour appliquer tous ces consignes, mais on manque d'outils. Et donc, notamment, des outils pour construire, pour aboutir à construire des plans d'action ou des trajectoires d'adaptation au changement climatique. Ensuite, même quand on a des très bons outils ou même quand on veut faire des études de type prospectif, on a vraiment une complexité folle à accéder aux données. Enfin, nous, non sachant, on va dire, de gestionnaires de données ou non climatologues, c'est compliqué pour nous. Il faudrait nous faciliter l'accès. Ensuite, ils nous ont dit
qu'ils avaient un besoin cruel de support de la part de scientifiques, que ce soit en termes d'argumentaire apportés auprès de leurs acteurs pour mobiliser, ou que ce soit juste pour les aider à faire des études de type prospectif. Parce que typiquement, plusieurs nous ont dit, mais voilà, les études de type plan de territoire, gestion des eaux, quand on nous demande ne serait-ce que le cahier des charges pour monter l'étude, même si on a eu le plan de financement, etc., on nous demande, le bureau d'études nous demande de choisir des scénarios, de vraiment faire des hypothèses. C'est pas évident pour nous, enfin pas pour toutes les structures. Et ensuite, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de conseils pour mobiliser les acteurs. Parce que certaines des structures participantes, porteuses de stage, j'entends, sont déjà assez matures en termes d'études prospectives. Ils ont déjà je ne sais pas moi, Durance 2050. Enfin, vous voyez, ils ont déjà fait beaucoup d'études, ils connaissent le futur et ils ont déjà fait pour certains même des plans d'action, mais ils ont du mal à faire passer les acteurs à l'action concrète. Et donc, du coup, je vais le dire tout à l'heure, mais voilà, ils avaient un besoin pour savoir comment mobiliser pour passer à l'action. La demande, c'était ça. Donc, pour répondre à ces 4 besoins, on a vraiment construit le projet LIFE autour de 4 grandes actions. Bon, je ne vous montre pas un plan d'action d'un projet européen, parce que si on n'est pas rompu à l'exercice du projet européen, ça peut être très technocrate et inutile. Je vais vraiment juste vous parler des 4 actions principales qu'on a construites pour répondre à ces 4 besoins. Donc, C1 à C4, bon, ça, c'est le verbiage du projet européen, peu importe. L'action C1, c'est développer des outils pour pouvoir permettre au territoire de construire des plans d'adaptation adaptés à leur contexte local. Parce qu'il y a des plans d'adaptation au niveau national, le PNAC, plan au niveau de bassin, les PBACC, mais au niveau local, il faut vraiment s'adapter au contexte en fait. Et on ne peut pas faire une généralité. Donc pour ça, on a le bureau d'études Actera qui est spécialisé dans ce développement d'outils, qui a fait notamment participer aux études, à la réalisation des cartes de vulnérabilité que les agences de l'eau ont créé en fait, c'est eux qui l'ont fait. Et donc ils ont dans le cadre de l'outil, du projet, excusez-moi, ils ont fait un nouvel outil basé sur ce même outil au niveau des bassins, mais qu'ils ont vraiment fait une descente d'échelle pour que ce soit adaptable au niveau local. Donc, c'est bien un outil de diagnostic des vulnérabilités. En fait, c'est un guide papier, soyons clairs, parce qu'on parle d'outils, on n'est pas concret, c'est un guide papier, un pas à pas pour dire comment faire, avec vraiment des fiches techniques, des fiches très pratiques, même quand on dit qu'il y a la concertation à gérer, ça veut dire des techniques d'animation, voilà, c'est très détaillé, c'est vraiment par fiche et par étape. Et un deuxième outil qui est un outil de développement plutôt de plan, mais pas vraiment. Ça aboutit à faire un plan d'action, mais en fait, ce sont des trajectoires d'adaptation et ils se sont basés sur la série TACT de l'ADEME, pour ceux qui connaissent, qui sont des trajectoires d'adaptation au changement climatique. Et donc, en fait, ils développent avec l'accord, bien sûr, et le suivi et l'appui financier de l'ADEME, un TACT eau pour le secteur eau, qui là, par contre, est un guide papier pareil, pour vraiment aider, donner des billes, et un outil web. Alors, ces 2 outils, la première version, elle est développée, ça y est. Et ils sont testés par 4 des sages participants au projet. Alors, on a le sage Sioul qui teste l'outil en ce moment, qui a commencé. Diagnostic des vulnérabilités. On a donc pour le Loire, pardon. On a le sage Sioul qui fait l'outil 1, le sage Yèvre-Huron, qui eux avaient déjà fait une étude de vulnérabilité par ailleurs. Et donc, du coup, qui testent directement l'outil 2, TACT O, à partir de leur diagnostic déjà existant. Et on a le sage Vallée de la Garonne du SMEAG qui, eux, qui viennent de commencer une étude socio-écologique et qui, dans leur étude, en fil rouge, testent ces 2 outils pour prouver en fait qu'on peut utiliser les outils indépendamment ou à la suite. On aura l'occasion de le redire, mais je préfère le dire un moment pour ne pas oublier. Les tests viennent de commencer, l'objectif étant d'avoir en fin 2023 au plus tard une version finale qui sera mise à disposition et mise à disposition sur le site Gesto. Vous voyez en haut à droite, en dessous des logos, j'ai mis l'adresse en fait gesto.fr #life. Enfin, pardon, je ne sais pas comment on dit. /life, parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas faire un site de projet plaquette qui peut être rapidement obsolète quand le projet est fini. On a choisi de faire une nouvelle rubrique sur le site gesto.fr, qui est vraiment le site web bien connu de la communauté en fait des structures porteuses de sages et des contrats de rivière. Et donc, bien sûr, la rubrique restera pérennisée après le projet
en une rubrique changement climatique. Et donc, l'outil web tous les outils seront disponibles sur gesto.fr, déjà pour vous dire. Et en termes de temporalité, et j'aurais tout dit sur ces outils, on ne peut pas on peut pas fournir à des nouvelles personnes qui voudraient tester les outils de financement. Par contre, on avait déjà vu avec Actera, le bureau d'études, que si jamais des sages extérieurs au projet voulaient tester l'un ou l'autre ou les deux des outils, ils sont OK, bien sûr, pour accompagner, à savoir expliquer et faire une réunion début, mi-parcours, fin, parce que nous, on a tout intérêt à avoir des tests de gens non dans le projet, parce qu'on veut vraiment qu'ils soient autoportants à la fin, ces outils. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous le dire, à nous contacter si par hasard vous étiez intéressé. Ensuite, pour faciliter l'accès aux données, là, c'est Météo France qui est leader de cette action. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un nouveau portail qui est le jumeau du portail actuel DRIAS, les futurs du climat, sur lesquels il y a des données présentes et futures désolé pour le thème, Jean-Philippe, qui est climatologue, me reprendra, projection, prévision, projection. Donc, données présentes et futures sur climat. Il y avait aussi eau, mais ça aurait pu donner l'impression que c'était noyé, tout ce qui était eau. Donc, du coup, ils ont développé un nouveau portail qui est vraiment similaire à DRIAS, les futurs du climat, mais qui s'appelle DRIAS Eau, les futurs de l'eau. C'est vraiment les mêmes sections pour justement guider, on va dire, les utilisateurs qui sont déjà habitués au premier portail. Actuellement, un démonstrateur a déjà été ouvert. Il est d'ailleurs disponible sur l'onglet accompagnement de DRIAS. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, même pendant qu'on parle. Et il va ouvrir avec son URL propre, DRIAS O, en décembre de cette année. Et l'idée, c'est que la base de données DRIAS aura toujours les mêmes données, mais DRIAS, le futur du climat, moissonnera les données climat, tandis que DRIAS O moissonnera les données eau, tout simplement. Et il va être alimenté, parce que créer un portail, s'il n'y a rien dedans, bon, il va être alimenté par des projections hydrologiques, enfin les deux du coup, portail hydroclimatique, qui sont produits dans le cadre d'un projet actuellement en cours, Explore 2. J'ai juste une slide pour en parler moi, mais Jean-Philippe Vidal vous en parlera plus en détail dans le deuxième temps, comme l'a annoncé Élodie. Autre action qui a été demandée, donc, pour répondre aux besoins de support des scientifiques. Donc, c'est INRAE, donc Jean-Philippe ici présent, qui lead cette action. D'une part, il participe à tous les comités de pilotage des 6 études de type prospectif qui ont lieu en cours du projet. Et d'autre part, il a développé, il est en cours de finalisation d'un livre blanc dont l'objectif est livre blanc pour mener une étude prospective sur la ressource en eau. Donc, ce n'est pas un guide PTGE. Vous savez qu'il y a un guide PTGE qui est en cours de finalisation par le ministère qui sera publié en décembre cette année, annoncé ou janvier prochain. Il y a un guide HMUC qui a été produit par l'Agence de l'eau cet été. Jean-Philippe a été impliqué dans le guide HMUC, sûr. Et donc ça, c'est vraiment pour compléter sur ce qui peut se faire, ne peut pas se faire, n'a pas de sens ou a du sens à l'échelle locale, sur un cours d'eau. Voilà, à l'échelle de X kilomètres, est-ce que ça a un sens de faire une simulation différente en amont ou en aval? Voilà, tout ça, mais bon, je vous laisserai, il vous le présentera tout à l'heure. Et ce livre blanc, en fait, il est vraiment fortement lié aux 2 outils de l'action C1, car en fait, il y a des renvois permanents entre les deux. Vu qu'en fait, forcément, pour faire des diagnostics de vulnérabilité, il faut aller chercher des données dans des bases de données. Et donc, il y a des conseils pour le faire dans le livre blanc. Oui, première présentation officielle de livre blanc, mais Jean-Philippe vous le dira dans pas très longtemps. Donc, il est vraiment en cours de finalisation imminente. Dernier besoin exprimé pour mobiliser les acteurs. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, ce n'était pas trop le focus, il fallait faire un choix aujourd'hui, mais sachez que c'est une sociologue de l'OIO qui lead cette action et qui a commencé par collecter tous les besoins. Et ce qu'entendaient les gens par mobiliser, et en fait mobiliser, ça veut dire plein de choses sémantiquement parlant, ça veut dire acculturer, ça veut dire former, informer, espérer un changement de pratique ou non, etc. Et juste pour que vous sachiez, en fait, issu de son travail, a déjà été produit un rapport de recommandation sur comment mobiliser en fonction de ses objectifs. Et une boîte à outils, ça n'était pas prévu, mais ça a été fait en plus en fonction des besoins des partenaires. Une boîte à outils sous forme d'un Pearl Tree, c'est une interface juste où on clique facilement sur des images et les partenaires maintenant piochent dedans pour avoir des idées de comment faire leur animation pour mobiliser. Donc ça va être officiellement mis sur le site gesto.fr le 7 décembre, je crois, parce que c'est la journée mondiale du climat et on voulait attendre un événement un peu particulier pour le mettre en ligne. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Je tenais aussi à préciser quand même que donc, vous avez entendu au début, le projet, c'était 21 stages. Donc, vous avez vu 4 thèmes principaux d'action, mais 21 actions de démonstration locale dans chacun des 21 stages. Bon, la slide, elle est affreuse. Tant pis, je l'affiche. Mais comme ça, vous la regarderez
à tête reposée chez vous, et vous pourrez revenir vers moi après si vous avez des questions. C'est pour dire que oui, dans chacune des 4 grandes actions, pour trouver notre petit C1, C2, C3, C4, il y a des démonstrateurs. Donc, j'ai parlé déjà des démonstrateurs pour l'action CERN. Il y a une petite erreur, le PVN ne le fait plus. Excusez-moi, je n'ai pas changé ma slide depuis le début. C'est la vie d'un projet. Et je vais juste faire un petit focus sur 4 des actions pour vous montrer la diversité. Je ne fais aucun focus sur les actions C4 parce qu'on en parlera tout à l'heure un peu, Jean-Philippe, quand tu parleras du livre blanc. C'est toutes des études de type prospectif. Alors, c'est focus, pour vous donner un petit peu des images de ce qu'on fait. Par exemple, le établissement public Loire, dans l'action 3, justement, il lance en lien avec C4, une étude de type hydrologie, milieu, usage, climat en intersage. Et en fait, ils vont tester le nouveau service d'accès aux données climatiques, donc DRIAS-O, pour pouvoir faire cette étude et aussi pour améliorer éventuellement certains indicateurs. Et ils vont aussi utiliser les nouvelles données mises à disposition ainsi pour une autre étude qui est une étude d'impact sur le changement climatique, sur la gestion des ouvrages de Naussac-Villeray que vous avez en photo ici. Et bien sûr, ils vont sensibiliser davantage les acteurs locaux sur les résultats qu'ils auront trouvés. Et là, je fais mon petite parenthèse pour qu'est-ce qu'on entend par ils vont tester les données et connaissances mises à disposition. C'est qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, DRIAS-O, nouveau portail, en fait, il va être rempli par des données, des projections hydrologiques qui viennent d'un projet en cours en ce moment qui s'appelle Explore 2. Et nos 2 projets Life et Climat Explore 2, ils sont très fortement liés. Déjà, ils auraient dû commencer exactement en même temps. Bon, il y a un petit décalage de temporalité, mais ce n'est pas grave. Et c'est la suite, ce projet, d'un ancien projet que peut-être vous connaissez qui s'appelle Explore 2070, qui avait donné à voir les premières projections hydroclimatiques à horizon 2070 en France, avec les connaissances scientifiques du moment. Qui sont considérés aujourd'hui comme des biais, on va dire. Et donc, il y avait une volonté de la collective de la communauté scientifique de refaire une mise à jour de ces projections et de renouveler un exercice national un peu plus robuste avec forcément les progrès de la science. Donc, il y a tout un consortium, vous voyez le logo en bas, de scientifiques qui est mené par Eric Soquet-Linerae, qui travaille à refaire ces projections hydroclimatiques avec une restitution en mailles safran, 8 km sur 8 km. Plus de stations de restitution que le premier projet Explore 2, y compris sur des bassins non jaugés. Et cette fois-ci, pour s'assurer que les résultats seront bien compris et donc bien utilisés par tous les acteurs, ce qui a un peu pêché, on trouvait pour Explore 2070, il y a un deuxième volet qui accompagne le volet scientifique, c'est le volet accompagnement des acteurs que je pilote Et on vous en parlera tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de co-construire entre les acteurs et les scientifiques comment présenter les résultats, comment les communiquer, etc. Voilà, c'était la parenthèse, mais pour que vous soyez au courant quand même. Je continue sur un exemple d'action concrète de terrain. La région Grand Est, en fait, est une structure porteuse de l'unique sage qu'ils ont chez eux, le sage du bassin ferrifère. Et eux, typiquement, ils n'ont pas réellement de problème quantitatif. Vous avez compris, c'est plus quantitatif notre projet. C'est pas qualitatif. C'est pas que c'est pas important, c'est que voilà, notre projet porte sur le quantitatif. Et donc, du coup, pour créer un esprit territoire sur si le changement climatique, c'est aussi pour nous, ça nous concerne, ils veulent créer un observatoire citoyen qui va intelligemment alimenter les observatoires déjà existants. Il ne s'agit pas de faire de la poudre aux yeux pour dire on fait participer les citoyens. Donc, ils ont fait tout un travail de benchmark, de parangonnage, d'études de ce qui existait déjà et de savoir comment vraiment, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire mesurer aux citoyens, comment les former. Donc, développement aussi d'une application mobile pour rentrer les informations des citoyens et alimentation des observatoires déjà existants sur le territoire. C'est pour donner un autre exemple d'action qu'on fait. Un autre exemple, pour vous montrer à quel point c'est vraiment varié. Il y a l'EPAGE Loire-Lignon, eux, ils se sont dit, pour évaluer l'impact du changement climatique, on aimerait bien impliquer les citoyens. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas installer sous des ponts des échelles millimétriques avec des macarons et des panneaux explicatifs, comme vous voyez sur les photos, pour vraiment que toute personne qui passe près d'un pont, on va dire près d'une rivière, puisse s'interroger et savoir, voilà, le niveau que j'observe aujourd'hui en me promenant, est-ce que c'est un niveau normal, on va dire, moyen, comment dire, qui reflète une crise par rapport au changement climatique, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils font avec beaucoup de travail aussi sur l'implication des acteurs. Et eux, ils ont aussi développé une application qui fait qu'en fait, les données arrivent directement, alimentent directement leur observatoire du SAGE avec des données alimentées par la lecture de ces échelles millimétriques. Un autre exemple concret, plan d'eau. Par exemple, le Célélote Médian, le syndicat mixte du Célélote Médian, ils vont diagnostiquer, enfin, ils ont commencé, mais 5 à 7 plans d'eau
qui se connaissaient déjà un petit peu à risque en termes d'impact sur l'état écologique, le bon état écologique de la masse d'eau en aval, des cours d'eau en aval du plan d'eau, diagnostiquer, prendre plein de mesures, mais beaucoup sonder les plans d'eau et proposer aux propriétaires, donc de 2 à 3 plans d'eau financièrement, de faire des mises aux normes, voire des mesures pour limiter l'impact de ces plans d'eau du fait du changement climatique qui accentue l'impact sur les cours d'eau en aval. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu un panel de toute la variété des actions qu'on a. Je m'arrête là pour le projet Life et Climat et je proposais qu'on fasse un focus sur le livre blanc développé par INRAE. Merci beaucoup, Sonia, pour cette intervention effectivement riche. Si, on peut prendre 5 minutes si vous le souhaitez, s'il y a des questions, éventuellement d'ores et déjà, je ne vois pas forcément de main levée, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Sinon, effectivement. Ou dans la discussion, si vous le souhaitez, ou nous contacter par ailleurs. Voilà, il ne faudra pas hésiter. Alors, j'ai une levée de main, mais vas-y, Timothée, vas-y. Oui, bonjour. Je me demandais simplement si l'Observatoire citoyen du Grand Est était déjà actif ou il était encore en montage. Il est encore en montage parce qu'ils ont voulu vraiment réfléchir à quelles étaient les mesures que le citoyen pouvait prendre, qui pouvaient donner un indicateur qui nourrisse les observatoires déjà existants du climat, un plus scientifique. Voilà. Donc là, pour l'instant, leur liste d'indicateurs est prêt. La manière dont ils vont impliquer les citoyens est prêt. Et cette année, ce qu'ils veulent, fin d'année 2020, jusqu'à mi-2023, ce qu'ils veulent faire, c'est développer l'application mobile sur laquelle ils veulent que les citoyens rentrent les données. Et après, ils passeront à information du public. Voilà, mais par exemple, il y a d'autres personnes dans le projet qui font des observatoires. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est une région qui n'a pas encore de problème quantitatif. Et par exemple, les Pages de Lignon, on peut considérer que c'est un observatoire citoyen. Eux, c'est déjà actif, c'est en place. C'est une plus petite structure aussi. Peut-être qu'ils ont été plus réactifs et que. Merci. Bon, du coup, a priori, je n'ai pas d'autres questions. Ben, ce que je propose, Jean-Philippe, peut-être de prendre la main sur le livre blanc, c'est bien ça. Et puis, si vous avez des questions sur la partie de Sonia, ben, on en reparle tout à l'heure et pas de souci. Mais on peut peut-être poursuivre, donc du coup, avec toi, Jean-Philippe. Merci, merci Sonia, merci Elodie. Moi, je suis, comme l'a dit Sonia, je suis hydroclimatologue à INRAE sur le site de Lyon. Et donc, j'essaie d'animer cette action sur un peu les études prospectives et comment nous, scientifiques, on peut interagir avec les gestionnaires de l'eau pour faire progresser tout le monde. Et donc, du coup, on va vous parler dans les prochaines slides de voir un peu quel type d'études prospectives, parce qu'il y a beaucoup de types, et puis on a dans le projet, et puis ce que c'est ce livre blanc. Sonia, si tu peux avancer. Merci. Ouais, vas-y, affiche tout en fait, parce que donc on a six études de type prospectif. Sonia l'a bien dit, 2 types prospectifs, parce que la prospective, ça peut vouloir dire plein de choses. Et là, on voit si vous regardez un peu, il y a vraiment des choses complètement différentes. Sur le SMEAG, c'est une étude socio-économique en fait, sur combien va coûter la non-adaptation, par exemple, au changement climatique. Après, il y a des études plus classiques sur le PTBVN, c'est quelles ressources en eau en fait on va avoir dans le futur. Voilà, il y a une étude aussi à HMUC, donc des études vraiment variées, dans des contextes aussi, je dirais, réglementaires aussi variés. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est le contexte d'exécution aussi de ces études-là. Certaines sont externalisées avec des bureaux d'études. Et certaines sont par convention de recherche avec le BRGM, parce que c'est dans des endroits où il est important de mettre en place une modélisation hydrogéologique, 3 dimensions, etc. Et puis d'autres aussi qui se font aussi en interne. Alors, on n'en a pas ici, mais on en a d'autres dans les partenaires du projet.
Donc, dans le cadre du projet, il y a eu plusieurs types d'interactions. Sonia l'a mentionné. Tout d'abord, souvent sur la rédaction même du cahier des charges, en fait, parce que souvent, les structures porteuses de sages ne savent pas exactement quelles questions en fait, poser au bureau d'études. Et puis ensuite, aussi un appui sur le suivi pour s'assurer que les choix méthodologiques qui sont faits pendant les études sont valides, parce que c'est facile en fait de faire dire n'importe quoi aux données. Et on va y revenir plus loin dans le livre blanc. Donc voilà, donc beaucoup de travail d'accompagnement et qui était important en fait, à mon avis sur ces études, et c'est encore en cours sur plusieurs d'entre elles. Sonia, si tu peux avancer un petit peu, on va essayer d'avancer parce qu'il est déjà 14h30. Et donc du coup aussi, on profite en fait de toute cette expérience acquise en fait sur l'interaction en fait vraiment à l'échelle locale, entre gestionnaires à l'échelle locale et puis scientifiques, Météo France, INRAE, pour capitaliser un peu et puis écrire en fait comment répondre à des questions à partir de données et ce qu'on peut en dire, ce qu'on ne peut pas en dire, etc. sur des projections. Voilà. Sonia, il y avait quelque chose d'autre sur voilà. Donc, et on a décidé de rédiger un livre blanc. Alors, comme type d'outil, c'est un ensemble de pages web, c'est un livre web. Donc, qui sera forcément évolutif parce que les données disponibles pour faire des études changent avec le temps, et on le verra tout à l'heure dans le projet Explore 2110 qui est en train de commencer à produire des données. Donc à un moment donné, on peut utiliser certaines données ou alors d'autres. L'objectif, il faut faire attention avec le mot prospective, là, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur la quantité d'eau, sur la ressource en fait. Donc on ne va pas parler ici ou très très peu d'usage de l'eau, que ce soit dans le passé ou dans le futur. C'est vraiment qu'est-ce que naturellement on a sur un bassin versant. Donc c'est ça que j'entends par mener une étude prospective, mais aussi rétrospective sur la disponibilité en eau. Sonia, si tu peux suivre. Ouais, encore. Merci. L'idée, c'est aussi d'avoir une connaissance en fait, de ce qui a déjà été fait, en fait, de ne pas réinventer l'eau chaude ou l'eau très chaude sous le changement climatique. Mais c'est vraiment de recenser tout ce qui existe comme données. Et puis il est structuré en deux parties, ce livre blanc. C'est regarder comment a évolué la ressource en eau dans le passé. Alors j'entends par ressource en eau, pas forcément juste la quantité moyenne d'eau, mais aussi les étiages et peut-être les crues aussi. Sonia. Et puis une deuxième partie sur se projeter dans le futur. Quelle quantité d'eau, quelles ressources en eau on va avoir dans le futur. Là, on a mis en exergue un petit point qui est réaliser une modélisation hydrologique. Donc, c'est vraiment des conseils, des recommandations, savoir où aller chercher de l'information et comment la traiter. Réaliser une modélisation hydrologique, je pense, ça sera rarement nécessaire en fait dans des études HMUC, grâce à l'effort qu'on fait collectivement dans le projet Explore 2110 où on réalise des modélisations hydrologiques sur plus de 4000 points du territoire. On va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, ça peut être utile si on veut aller plus loin, par exemple, mettre en place un nouveau modèle hydrogéologique s'il n'y en a pas de disponible à cet endroit. Suivante. Voilà, c'était un petit tour rapide du livre blanc et des études prospectives. Et peut-être que dans ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les deux outils dont on a parlé, C1, de leur petit nom C1 très convivial, c'est-à-dire vulnérabilité et stratégie d'adaptation, elles peuvent être utilisées pour faire des études de type prospectif, dans le sens où, par exemple, le SAGE-SUL, c'est ce qu'elle fait, l'étude de vulnérabilité en utilisant l'outil, et ça peut être le démarrage d'après d'une étude de type PTGE.
Autre exemple, les personnes qui ont mené une des premières études HMUC, qui est le SAGE du Fouzon, ils sont partenaires du projet. Pas le SAGE du Fouzon, mais les gens, notamment Julien Collin. Et donc lui, typiquement, quand il a entendu pour la première fois une présentation vraiment du prototype de l'outil Tact O, donc planification d'une trajectoire, il s'est dit, la dernière étape de mon HMUC, même si la philosophie de l'HMUC est pas forcément d'aller jusqu'au plan d'adaptation, eux, ils se sont dit, tous les acteurs sont là, on a du mal à les mobiliser, ça marche bien la concertation, on va aller jusqu'au bout. On ne va pas faire un PTGE d'ailleurs, on va en profiter, on va faire un plan d'action. Et donc, leur dernière étape, leur étape 5, c'était 5, je crois, c'était plan d'action. Ils se sont dit, vu la présentation de l'outil, on va le faire en régie, en fait, on va l'internaliser. Et notre étape 5, plan d'action de l'étude HMUC, ce sera l'utilisation du Tact O. C'est juste pour vous dire que c'est aussi des possibles. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'études de type prospectif, parce que c'est vraiment divers et varié. Il n'y a pas que HMUC et PTGE. Voilà, c'est ça. Très bien, merci Jean-Philippe. Je ne sais pas, il n'y a pas de question directe. Il y avait une petite question. Il y a des commentaires, mais en fait, je n'ai pas osé le lire. J'ai peur que ça perturbe mes écrans. Non, il n'y a pas de souci. Bono, vous levez la main. Pas de souci, Bruno Ricard, vous pouvez intervenir. Merci pour ces échanges. J'ai juste dû, à un moment donné du premier exposé de Sonia Siof, j'ai dû m'absenter entre guillemets, mais c'est pas très grave. Donc, ce que je vais dire va peut-être faire écho à une partie de ce qu'elle a dit sur les différentes actions, les différentes diapos, sur les 4 actions là. Alors, déjà, vous remercier pour la réunion, le webinaire, évidemment, en tant que membre du bureau du CRECEB, remercier au passage l'équipe avec laquelle on était d'ailleurs hier matin, et évidemment, c'est appréciable. Et je suis au CRECEB en tant aussi que président de la commission locale de l'eau Rance. On est en pleine étude HMUC et Tiffaine Berthoud, elle assiste aussi là au webinaire en ce moment-là. Et je partage une question, enfin, je ne sais pas si c'est une question, un témoignage, bref, sur justement cette fameuse étude HMUC en cours chez nous, où on est en plein dans le moment où on se dit on a un travail de fond à faire sur les débits écologiques, biologiques, sur les usages, sur le climat, etc. Mais comment mobiliser les acteurs? Et c'est des questions qui reviennent partout en ce moment, etc. Comment mobiliser les acteurs non spécialisés de l'eau? Alors bien sûr, la question documentaire, données, modélisation, elle a son rôle à jouer, mais la question de mobilisation des services urbains, même des professions, des aménageurs, etc., ça ne peut, je pense, enfin, ça peut pas se contenter, entre guillemets, justement, de tout le volet documentaire, données disponibles, etc., mais ça passe par des temps forts, des échanges sur le terrain, en salle et tout, et ça passe donc par des questionnements, mais qui deviennent des questionnements de fond sur la forme, c'est-à-dire type d'animation de réunion, type d'attractivité de réunion pour que les gens aient plaisir à venir et s'en donnent la disponibilité, les éléments ajoutés de facilitation graphique, de dessin, etc. Et voilà. Donc, voilà, là, il y a un vrai sujet. Donc, c'est pour ça que vous l'avez peut-être évoqué en marge de la question tout à l'heure, mobilisation des acteurs et tout. Mais c'est une question essentielle. C'est-à-dire, on pourra faire de super études HMUC papier, mais enfin, je prêche sans doute uniquement des convaincus là. Évidemment, le drame, ça serait qu'elle. D'ailleurs, au-delà de l'étude, HMUC pourra devenir, je passe les détails, mais pourra prendre des formes opposables, etc. Mais le drame, ça serait que néanmoins, ça reste un peu trop en tout cas sur les bureaux des spécialistes ou des personnes sensibles aux questions de l'eau qu'on est là, et que ça n'atteigne pas suffisamment ces cibles. Voilà. Alors, effectivement, la philosophie de l'HMUC étant de pas forcément aller jusqu'au plan d'action, ça peut rester une étude papier, ce qui n'est pas un PTGE, normalement, qui est de l'action. Vous êtes obligé d'avoir la concertation des acteurs pour parler des usages, effectivement. Mais bon, par exemple, les personnes du Fouzon qui ont fait le choix d'aller jusqu'au plan d'action, parce qu'ils ont justement eu du mal à mobiliser les acteurs. Une fois que les gens étaient là, ils ne voulaient pas lâcher cette dynamique qui était créée. Je pense que si vous avez besoin de conseils de ce genre, je pense que le meilleur conseil et que je vois qui se passe entre nos partenaires, c'est de contacter ces partenaires qui ont fait des études. Ça a marché chez eux, ça n'a pas marché. Du coup, ils ont changé. Par exemple, le PTB Vienne, je cite eux parce que leur étude prospective, elle est finie. Et c'était le plus en avance. Il y a quelques années, ils avaient fait une étude énorme, un travail colossal sur les économies d'eau dans les bâtiments. Ils avaient envoyé leur guide à tout le monde en se disant
hurrah, on a la solution. Et en fait, jamais appliqué par personne. Et je sais que Stéphane Loriot a pris son téléphone pour appeler vraiment un par un. Écoutez, il faut nous dire comment faire, pourquoi. Et certains ont dit, bah, pas le temps, on ne comprend pas. Du coup, ils sont en train de faire tout un travail actuellement avec des fiches ressources, vraiment aller voir porte à porte, faire des réunions locales avec le EPCI ou autre, qu'ils estiment être la cible, le EPCI d'action, pour réexpliquer ce guide au final. Effectivement, le résultat envoyé à tous, qui était un tel aboutissement de travail dur comme un rapport final d'HMUC, et en fait, ça n'a pas été du tout utilisé. Donc, je pense que je vous conseillerais, parce que je ne suis pas moi la personne qui a fait une étude comme ça, donc j'ai un peu connaissance de toutes les études, mais jamais dans la précision. Je pense que le mieux, c'est d'appeler ces gens-là et de leur demander ce qui a marché pour eux. Ou s'ils avaient à refaire, ce qui changerait. Bon, ce qui est sûr, c'est dans le cadre du projet, la sociologue, maintenant qu'elle a fait la boîte à outils et le guide, elle a commencé déjà à faire des retours d'expérience qui vont tous être sur Gesto. À partir de 2023, ils vont être tous publiés justement sur notre objectif, c'était ça, on a fait ça. Ça a marché, ça n'a pas du tout marché, donc on relance sur autre chose. Voilà, tous ces retours, ils seront. Et c'est très bien de se dire qu'il y aura évidemment, à l'évidence, il y aura certainement des retours sur l'art et la manière dont on a modélisé l'impact des plans d'eau, etc., ou l'art ou la manière dont on a affiné de la modélisation hydro et autres. Mais c'est évidemment très important qu'il y ait des retours aussi sur le processus, sur les processus facilitant une appropriation par différents types d'acteurs. Ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas si vous avez arrêté ou pas, la sociologue a créé une boîte à outils de mobilisation justement pour les différents grands axes de mobilisation. Dans les grands axes à communiquer, je ne sais plus, les grands axes précisément, il y en a un, c'est faire des ambassadeurs, des réseaux de référents climat, des ambassadeurs climat, des observatoires. Voilà, on peut mettre plein de noms derrière et il y a tout un axe de travail là-dessus. Et dedans, quand vous cliquez, il y a plein d'exemples qu'ils ont récoltés de pratiques, dont la fresque du climat qui commence à être bien connue, la fresque de l'eau, mais il y a par exemple, pour convaincre les élus, quelles sont les expériences qui ont fonctionné, pour convaincre les agriculteurs, pour convaincre les EPCI, voilà. Donc, c'est tout classé par objectif de mobilisation au sens large. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça, et donc elle va être mise en ligne sur gesto.fr le 7 décembre pour faire un lancement officiel. Peut-être que nous, les partenaires, piochent dedans pour des exemples concrets de ça veut dire quoi animer une réunion, juste une activité, comme on dit, breaking the ice. Vous savez, le petit truc de démarrage qui fait que les gens rentrent dans l'échange, dans la réunion. Il y a des exemples concrets de comment faire, d'animation, par exemple. Ça fait pas tout. C'est pas de l'animation spécifique à comment bien animer mon étude HMUC. Faut être, voilà. Par contre, dans les guides C1 et C2, pour faire un diagnostic de vulnérabilité, par exemple, il faut forcément faire des réunions de concertation. Et là, il y a carrément des fiches dans ce rapport qui disent comment faire dans ce guide. Il y a, je ne sais plus combien de fiches méthodes qui disent comment animer une réunion. Ça peut faire des billes. Ce n'est pas universel, mais ça donne des exemples. Voilà. On mettra également toutes ces références-là dans le webinaire dès qu'elles sortiront au fil de l'eau. Et je rebondis aussi par rapport à un témoignage de l'EPTB Vilaine qui sera dans le prochain webinaire le 2 décembre où en fait, effectivement, on va réorganiser un autre webinaire sur le projet Life et Climat avec des retours d'expérience. Et le PTB Vilaine viendra témoigner justement de la mise en œuvre de ces études prospectives et de la manière dont il les communique sur le territoire. Je voulais juste peut-être revenir sur une question qui a été posée. Le PTB Vilaine ou le PTB Vienne? Vienne, pardon. Excuse-moi. Autant pour moi, Sylvie. Tu as raison. Excuse-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a une question, pardon, dans le chat de monsieur et madame Lequillec qui demande s'il y a des spécificités littorales qui sont traitées dans le cadre de ces projets. Et je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, monsieur Lequillec, pour préciser peut-être votre question ou pas. En tout cas, ou sinon, s'il y a une réponse, peut-être, Sonia. Alors, on a une action sur le littoral, donc ça peut être simple. Déjà, ça va expliquer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas du tout. En fait, il y a le SMB-VLB, le syndicat mixte de SMB des bassins. Enfin, c'est Borne-et-Buch, des lacs de Borne-et-Buch, le sigle, pardon, désolé. Donc, entre Mimizan et tous les lacs littoraux Borne-Buch. Et là, en fait, ils ont confié au BRGM de créer une modélisation de fonctionnement de ces plans d'eau littoraux. Et du coup, forcément, pour anticiper aussi l'impact du changement climatique sur ce fonctionnement modélisé. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on fait au niveau littoral. D'accord. Je ne vois pas d'autres questions sous le chat, pas d'autres
main levée. Moi, je voulais juste peut-être, parce que Jean-Philippe, on en avait parlé un petit peu. Tu disais justement que tout ce qui va être mis en ligne dans le cadre de Explore 2, notamment de RIAS-O, permettrait d'éviter de rentrer dans la mise en œuvre d'une étude hydroclimatique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport aux données qui sont disponibles peut-être? Ça Enfin, qu'il y aurait les permettra données en tout d'éviter, ça cas permettra d'éviter une disponibles. modélisation. Oui, Peut-être une voilà, nouvelle qu'il y aurait des données Je sais pas, disponibles on va pour peut-être pouvoir on va analyser. peut-être en parler dans le cadre d'Explore 2, là, du coup, si je peux Oui, partager tout ma à fait, présentation. je pense. Sonia, je pense qu'il faut que ouais, Euh, qu'on parle quand même de ce volet-là un petit peu aussi. oui. Voilà, donc je pense que vous voyez mon Oui. écran. Avant de passer au projet Explore 2, je voulais aussi vous rappeler le colloque gestion quantitative de la ressource en eau qui aura lieu les 6 et 7 décembre prochains. Donc, c'est un colloque qui est co-organisé avec le Péloir et dans le cadre de l'action C4.3 du projet Life, Eau et Climat. Et donc, vous aurez une nouvelle présentation du projet Explore 2 par Sonia le 7 décembre au matin. Et puis, juste après, il y aura des ateliers et il y aura notamment un atelier qui s'intitule « Prendre en compte le changement climatique dans la gestion de la ressource ». Et donc, ça portera vraiment sur le contenu en fait, du livre blanc et toutes les recommandations qu'on a des bonnes pratiques sur comment utiliser des données ou en produire, mais juste sur l'aspect ressources en eau hein, et pas sur les usages et leur quantification. Du coup, j'ai récupéré des slides d'Éric Soquet, hein, le coordinateur du projet Explore 2, et donc je vais vous en parler rapidement hein, d'ici 15 heures. Hein. Donc, Sonia l'a dit, hein, c'est vraiment une mise à jour du projet Explore 2070, hein, qui a eu lieu il y a déjà plus de 10 ans, qui était basé sur des anciennes projections climatiques qui dataient de plusieurs exercices du GIEC dans le passé. Et puis voilà, qui était basé sur des choix ou des impératifs un peu limitants, notamment, c'était basé sur une petite période dans le futur, vraiment le milieu de siècle. Donc voilà, donc il y a eu, donc du coup, on a décidé de mettre en place deux projets, hein, Explore 2 qui vise à produire de la donnée, de la projection climatique, hydrologique sur l'ensemble de la France. Et puis le projet Life, Eau et Climat qui vise un peu à mettre en œuvre en fait, toute cette connaissance en pratique hein, dans la gestion de l'eau à l'échelle locale. Donc voilà, on voulait renouveler cet exercice national en évitant un peu les écueils qu'il y avait eu dans Explore 2070. Et l'idée, c'est vraiment de donner une vision du climat et de l'hydrologie sur l'ensemble du territoire métropolitain, au pas de temps journalier pour l'ensemble du XXIe siècle et surtout avec l'ensemble des incertitudes. Donc, je vous passe la maturation du projet qui a été un petit peu longue, mais c'est un projet qui est soutenu financièrement par le ministère et l'OFB. Donc, il y a une organisation en deux parties hein, dans ce projet, une partie scientifique hein, que je vais approfondir, et puis un volet accompagnement des utilisateurs. Donc, le volet accompagnement des utilisateurs, c'est Sonia Sioff qui l'anime et qui le coordonne. Et l'idée en fait du volet scientifique, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est de produire des projections climatiques et des projections hydrologiques. Alors quand je parle hydrologique, c'est débit et niveau de nappe. Et puis un package un peu spécifique sur les extrêmes et l'outre-mer, mais en Bretagne, on n'est pas tellement outre-mer, donc je vais passer là-dessus. Alors, on va faire Explore 2070 produit des projections climatiques régionalisées, c'est-à-dire des projections du climat à échelle très locale, hein, à l'échelle de la maille Safran, si vous connaissez. Donc, c'est des carrés de 8 par 8 sur la France.
sur la base de simulations climatiques globales qui ont été elles-mêmes régionalisées sur l'Europe et qui sont ensuite, dans le cadre du projet Explore 2, adaptées à la France sur ce maillage de 8 km. Donc là, on a des contributions de Météo France et du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On prend en compte 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre ou de forçage radiatif, comme ça s'appelle maintenant, mais ça revient à peu près au même. Donc les RCP 2.6 qui représentent en fait un monde dans lequel les accords de Paris seraient respectés, et puis deux autres RCP qui sont des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre plus pessimistes. L'idée, c'est vraiment de faire du multimodèle pour prendre en compte toutes les incertitudes en fait, qu'on peut avoir sur le futur. Donc, c'est multiplier les trajectoires en fait, pour avoir un ensemble de futurs possibles. Et donc, on a 19 couples de modèles climatiques globaux et modèles climatiques européens, chacun avec une période historique, hein, bien sûr. Donc, c'est des simulations historiques et puis des simulations futures. Et puis, toutes ces projections climatiques, elles sont mises en entrée de modèles hydrologiques naturels. Et là, j'insiste, hein, c'est vraiment, ce projet Explore 2110, ça porte vraiment sur la ressource en eau disponible dans le futur. Donc, on considère que les bassins versants sont naturels. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'usage de l'eau. C'est juste ce qui peut couler dans la rivière compte tenu du climat futur. Là aussi, on utilise une approche multimodèle hein, pour prendre en compte toutes les incertitudes sur la transformation du climat en hydrologie. On a 5 modèles d'hydrologie de surface, on a des modèles hydrogéologiques, la plateforme AQFR dont vous avez sûrement entendu parler, et puis d'autres modèles hydrogéologiques régionaux. Et donc, les résultats sont, comme je le disais, hein, vont être fournis sur un grand nombre de points, dont des stations hydrométriques, des bassins versants non jaugés et des points en jeu de gestion au pas de temps journalier sur l'ensemble du XXIe siècle. Donc, c'est vraiment un cadre commun de modélisation pour faciliter l'évaluation de cette chaîne à tous les niveaux. Donc, une petite carte pour vous présenter l'ensemble des points de simulation de débit, donc de débit de cours d'eau. Donc, on en est à plus de 4000. Alors, tous les modèles n'arriveront pas à simuler des projections hydrologiques sur tous ces points, mais en tout cas, tous ces points seront concernés en fait, par des projections hydrologiques. Donc, on aura des séries de débits continus depuis le XXe siècle jusqu'au XXIe siècle sur ces points-là. Donc, c'est en ça que je disais qu'on n'aura pas forcément besoin, par exemple, dans le cadre d'études HMUC, de faire vraiment de la modélisation hydrologique. On pourra se baser déjà sur ces projections hydrologiques produites par le projet Explore 2. La même slide sur les projections de niveau de nappe et de recharge aussi, donc recharge sur les masses d'eau souterraines et puis niveau de nappe sur les parties en bleu en fait, hein, que vous voyez sur la carte de gauche. Donc avec différents modèles, hein, le modèle MONA et puis les modèles AQFR et puis les modèles plus localisés, modélisés par différents modèles hydrogéologiques. On a déjà des résultats préliminaires, Sonia vous en a parlé, qui sont mis pour l'instant sur le site Drias Climat. Donc, c'est des résultats préliminaires parce qu'ils n'utilisent pas l'ensemble des projections climatiques dont on a parlé et ils utilisent aussi un seul modèle hydrologique, c'est le modèle CIM de Météo France. Donc, c'est vraiment une toute petite partie de ce qui est en train d'être produit dans Explore 2. Et ici, vous voyez les résultats de la Garonne à Portée-sur-Garonne avec des baisses assez drastiques sur le débit moyen annuel, projeté sous le scénario d'émission de gaz à effet de serre pessimiste. On aura aussi d'autres types de résultats hein, sous forme de cartes. Tout ça, ça sera en fait disponible sur le site Driasso. Sur le site Driasso, il n'y aura pas seulement les données, mais il y aura aussi des cartographies, des choses pré-traitées, en fait, des indicateurs pré-traités, donc des indicateurs de changement sur telle ou telle caractéristique hydrologique, sur des points spécifiques.
Voilà, donc on va mettre l'accent sur l'estimation et la communication autour des incertitudes, hein, pour savoir quel est l'ensemble des possibles et comment choisir des trajectoires en fait, à confronter à des scénarios d'usage ensuite. Et puis, on fait aussi des efforts de prospective scientifique pour préparer les prochaines actualisations parce que la science avance, les rapports du GIEC aussi, et donc du coup, il faut qu'on puisse suivre et proposer des choses adaptées à la France au fil de l'eau. Volet accompagnement des utilisateurs, on n'a pas trop de temps, donc je vais peut-être pas passer la parole à Sonia là-dessus. Mais il y a quand même pas mal de choses de prévues avec des communautés utilisateurs. Il y a un MOOC aussi de prévu sur l'utilisation de ces projections Explore 2. Donc, vous voyez, c'est vraiment complémentaire en fait, du projet Life et Climat. Alors, le calendrier, peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. On est en train de finaliser les projections climatiques et de finaliser leur mise à disposition donc sur le site DRIAS. Les projections hydrologiques sont en train d'être effectuées, seront disponibles au cours de l'année 2023, probablement en deux temps, milieu et fin de l'année 2023. Il y aura aussi, on a fait tout un effort aussi d'analyse des incertitudes compte tenu de l'avancée aussi des connaissances sur les projections climatiques et de voir comment l'ensemble qu'on produit, l'ensemble des futurs possibles qu'on produit s'inscrit dans un ensemble peut-être un peu plus large de futurs possibles. Une analyse des extrêmes qui va être faite sur 2023 à 2024, vraiment spécifique là-dessus. Et puis voilà, des choses aussi sur l'outre-mer qui vont être faites en parallèle. Et voilà. Et donc il y a toute une barre en bas qui est mise à disposition des projections hydroclimatiques sur l'extension haut du portail DRIAS. Donc ça va être fait dès qu'on aura une vision d'ensemble en fait de toutes ces projections hydrologiques. Et vous pouvez voir d'ores et déjà quelques exemples en fait sur le démonstrateur DRIASO qui est pour l'instant sur le site DRIAS, les futurs du climat, dans la section accompagnement. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Merci Jean-Philippe. On a du coup d'ores et déjà deux questions. Une de Tiffaine qui pose la question de la modélisation sur les petits fleuves côtiers qui sont un peu une spécificité bretonne. Est-ce que ce sera pris en compte dans ce travail-là ou pas? Non, je pense qu'il faudra regarder. Alors, donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir le site Explore 2. Il y a le lien, j'avais le lien sur la dernière slide, mais si vous tapez Explore 2 sur un moteur de recherche, vous trouverez tout de suite. Il y a une page. Dessus, il y a les derniers rapports en fait, qui sont disponibles en téléchargement. Et il y a aussi un fichier SIG où il y a l'emplacement de tous les points de restitution, tous les points où il y aura des simulations hydrologiques. Donc, à vérifier. Mais clairement, si c'est inférieur à 10 km², ça sera pas fait dans le cadre de Explore 2 parce qu'on s'est cantonné à des bassins versants supérieurs à 64 km². Alors, pourquoi 64 km²? C'est parce que c'est la surface en fait, d'une maille de la résolution en fait, du climat qu'on a. Donc, on se disait qu'on ne peut pas faire des choses très robustes en dessous de cette échelle-là. Ça permettait aussi d'éliminer pas mal de petits bassins versants qui sont pas utiles pour beaucoup de gens. Mais donc, je pense qu'il y aura un travail supplémentaire à faire pour ces petits bassins versants côtiers. Très bien, merci. Et il y a une deuxième question de Sylvie. Je me fais la porte-parole, mais Sylvie, tu peux prendre aussi la parole, de savoir quelles sont les données hydrologiques qui sont rentrées en entrée de ces modélisations. C'est une très bonne question. Donc, je vous ai dit, hein, là, dans Explore 2, on parle uniquement d'hydrologie naturelle. Donc, typiquement, on a recensé, en fait, un gros travail qui a été fait dans Explore 2, c'est de recenser toutes les séries disponibles qui jaugeaient des bassins versants naturels, ou faiblement anthropisés en tout cas. Et donc, du coup, les modèles, en fait, ils ont été calés sur ces données naturelles et ils extrapolent dans l'espace là où les données ne sont plus naturelles, mais ils fournissent un débit naturel. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais on n'a pas fait de travail de naturalisation. Clairement, on n'a pas fait de travail de enlever les usages de l'eau pour retrouver un débit naturel. On a uniquement identifié des endroits où on avait des séries faiblement anthropisées.
Et vous dites que vous avez extrapolé à des secteurs où on n'a pas de mesure de débit naturel. Oui, c'est ça. C'est les modèles en fait qui extrapolent dans l'espace. D'accord? Et ça donne des résultats en termes de débit naturel. Exactement. Et comment on peut rapprocher ça du coup avec nos mesures officielles aux stations hydro qui, elles, mesurent des débits influencés en fait. Ouais. Et ben, dans le meilleur cas, en fait, la différence, c'est l'influence. Dans le Ouais. meilleur cas. Mais ce qu'on voulait surtout chercher à faire, c'est voir et c'est vraiment tout l'objectif en fait de cette étude-là, c'est de voir l'effet uniquement du changement climatique. Donc, quand on regarde entre le présent naturel et le futur naturel, quel changement on a? Alors, je sais que c'est loin de répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez, mais c'est impossible en fait à l'échelle nationale de faire une étude de modélisation des usages, enfin, en tout cas en l'état actuel des choses, parce que d'une part, ça nécessite de collecter un nombre de données qui est faramineux, qui est difficile à collecter et qui dépend éminemment du secteur considéré. En fait. Donc, typiquement, dans une étude HMUC, ça peut fournir des entrées, ce projet, sur le H et le C et les interactions entre H et C. Pas entre H et U ou entre C et U. Ça pourra donner quoi? Un facteur d'influence du climat qu'on pourra reporter, nous, sur des mesures de débit sous influence? Comment on pourra utiliser ces données-là? Alors, c'est une bonne question et c'est vraiment l'idée, c'est aussi de développer des modèles d'usage locaux. Donc, c'est aussi d'essayer d'abord de quantifier les usages, les prélèvements, les stockages, déstockages. Ça peut être fait au cas par cas localement parce que les territoires sont tellement divers qu'il faut le faire au cas par cas. Il y a certains, dans le cadre du projet Life Eau et Climat, du coup, il y a certains territoires qui s'emparent de ça. Déjà, recueillir les données, c'est déjà pas si simple. Les données de prélèvement, de stockage, déstockage, etc., c'est pas si simple. C'est un gros travail et moi, je conseille de le faire en interne, de ne pas l'externaliser parce qu'il faut pouvoir avoir la main sur cette base de données-là. Et ensuite, l'idée, c'est ce que fait par exemple le SMAVD sur la Durance. Ils mettent en place une modélisation en interne. Ils mettent en place une modélisation des usages de l'eau et de la gestion de l'eau. Donc, la gestion pour eux, ils ont des gros barrages réservoirs. Et ils mettent en place un modèle de ça qui prend en entrée ce qui coule dans les rivières à l'amont et puis qui établit comment est gérée l'eau, où est-ce qu'elle est stockée, par qui elle est utilisée et qu'est-ce qui reste à l'aval. Et avec ça, en fait, ils peuvent faire des scénarios en fait, pour le futur parce que c'est aussi ça, c'est surtout ça la prospective, c'est de savoir quels usages on va avoir dans le futur, quelle trajectoire d'usage on va avoir dans le futur. Et donc, cette modélisation de l'usage permet de voir ces interactions entre la ressource en eau qui sera disponible et puis quels usages on en fait. Et ça, c'est vraiment un très gros boulot. Et quand vous dites qu'il faut donc la collecte des données sur les usages, il faut le faire à une échelle plus locale, en interne si possible, mais après la modélisation, on n'est pas tous équipés pour... on n'a pas les capacités, les compétences pas pour le faire. Non. Quel type de modèle il faut utiliser? Ouais. Non, là, on est vraiment à la frontière de la connaissance. En tant que chercheur, on est passé il n'y a pas si longtemps à de la modélisation hydrologique je dirais, classique, naturelle, à de la modélisation un peu socio-hydrologique où on met des usages. Donc, on essaye aussi de travailler là-dessus, d'essayer de se coordonner un peu aussi à l'échelle nationale. Et ça sera peut-être fait dans un Explore 3. Mais pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vous proposer sur le marché. Je sais que sur la Durance et puis sur la Vienne aussi, ils expérimentent avec le modèle dont j'ai oublié le nom. Voilà, mais on pourra le mettre avec WIP. Voilà, merci. Avec WIP, W-E-A-P. Donc, qui est un modèle assez simple à prendre en main. Après, à le mettre en place, c'est un peu plus dur, mais c'est un modèle qui est développé depuis de nombreuses années par la communauté scientifique
ces aspects-là. Oui. Non, je voulais juste te dire que oui, c'est bien adapté pour des territoires avec des gros aménagements, hein, comme la Durance. Enfin, pour des beaucoup plus petits territoires, on peut facilement avoir des modèles un peu plus frustres de scénarios d'évolution des usages. Si on peut arriver déjà à bien les quantifier, on peut dire, voilà, tel usage va être réduit de moitié ou augmenté de moitié progressivement tout au long du XXIe siècle. Enfin, des choses un petit peu comme ça, ou vont être plus intenses lors d'épisodes de sécheresse ou moins intenses. Enfin, voilà, il y a des choses beaucoup plus simples à faire qu'un vrai modèle de gestion de l'eau. Je suis navrée, je viens vous arrêter. C'est effectivement un peu frustrant. Je sens bien que ça génère et ça suscite beaucoup de questions. C'est ce type de présentation. On sera peut-être amené à en discuter dans d'autres cadres, mais là, le temps imparti est écoulé. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, à la fois de votre participation à tous. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de petits commentaires concernant les liens, les mises à disposition, etc. On va essayer de faire un maximum de liens vers toutes les références dont on a parlé aujourd'hui dans l'article webinaire associé sur le site du CRESEB. On y mettra aussi en replay ce webinaire le plus rapidement possible. Je vous rappelle quand même par rapport aux discussions qu'il y a eu que le 2 décembre, donc je le redis, hein, on fera un webinaire donc avec des retours d'expérience de l'EPTB Vienne et du SAGE Sioule, notamment sur la mise en œuvre d'une étude prospective sur le territoire et aussi les tests sur l'outil de diagnostic des vulnérabilités. Donc ça peut être intéressant et effectivement faire écho aux questions qu'on a eues aussi aujourd'hui. Voilà, 2 autres rendez-vous aussi dont je vous parle rapidement. Le 16 décembre, on a aussi un webinaire qui portera sur les 2 projets Fermadapt et Climavège, donc autre sujet, mais qui concerne l'eau également. Je voulais vous parler aussi d'un rendez-vous que le CRESEB organise également le 12 janvier 2023. C'est une journée d'échange pour le coup qui portera sur la question des pesticides, donc avec la notion de 0 pesticide, une ambition pour l'eau en Bretagne. Vous avez là encore tous les programmes sur le site du CRESEB. Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci encore Jean-Philippe et Sonia pour votre intervention et vos présentations. Et bien, à très bientôt pour le prochain webinaire.